Pour terminer les exposés cette matinée au dernier d'entre eux, Philippe Weckel, vous êtes professeur de droit public à l'université de Nice Sophia Antipolis et vous allez traiter devant nous la circulation des drones dans les espaces internationaux et étrangers. Je vous remercie. Merci. Merci aussi à l'organisateur, M. Edazi, pour cette invitation et surtout pour une invitation sur un sujet très aérien qui est certainement dans l'air du temps, mais qui en même temps constitue peut-être un premier apéritif avant le repas de midi. Et dans cet état d'esprit, puisque mon sujet correspond plutôt à un aérostat, à un engin plus léger que l'air, n'est-ce pas? Malheureusement, nous avons vu tout à l'heure, la commissaire nous l'a bien montré, la commissaire principale nous l'a bien montré, il existe deux autorités dans le ciel. Il existe deux droits, et bien ce qui est vrai sur le territoire national est encore plus vrai, évidemment, à l'international. Et on comprend très bien pourquoi ce sujet est assez léger. Alors, puisque nous sommes réunis ensemble, des internationalistes et des non-internationalistes, je vais me permettre de rappeler une vieille plaisanterie, que les internationalistes se partagent et savourent toujours, c'est une histoire de ballon. C'est un monsieur en ballon qui s'est perdu. Alors, il regarde au sol et il aperçoit un autre monsieur. Il interpelle. « Monsieur, où suis-je » Et le monsieur lève la tête et puis lui dit « Mais vous êtes en l'air » Et le monsieur en ballon de répondre « Mais vous êtes donc internationaliste. Comment l'avez-vous deviné ? Mais ce que vous me dites est absolument exact et totalement inutile. » Bien, on en vient donc à cette problématique qu'on nous annonce de la circulation des drones dans les espaces internationaux et étrangers. Donc, finalement, c'est la circulation internationale, celle qui va s'effectuer au-dessus de la haute mer, au-delà des 12 000 marins, et celle qui va impliquer le franchissement d'une frontière nationale. Alors, je dois dire que s'il y a depuis maintenant plusieurs années une relance des développements de la réglementation internationale en ce qui concerne les drones, cela concerne, comme c'est l'objet de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ça concerne les drones civils. Il faut bien rappeler que l'Organisation de l'aviation civile internationale s'occupe de l'aviation civile internationale et l'article 1er exclut expressément la compétence de l'organisation et de son droit en ce qui concerne les avions publics, étant précisé d'ailleurs, évidemment, la réglementation nationale en est le reflet, que cela ne concerne que les militaires, explicitement, les militaires, la gendarmerie, même pas la gendarmerie, les militaires, la douane et la sécurité civile, voilà, exactement. Mais il y a donc une incertitude au niveau international aussi, sur le point de savoir ce qu'est un aéronef d'État. On a eu il y a quelques mois un problème qui est d'ailleurs, à ma connaissance, toujours en développement devant l'OACI, et qui concerne l'utilisation par la Chine d'avions de commerce, d'avions ordinaires donc, pour tester les nouveaux aérodromes construits sur les petits îlots en mer de Chine du Sud. Et du côté chinois, on a estimé que la Chine n'avait pas besoin de coordonner avec l'autorité de sécurité aérienne vietnamienne parce qu'il s'agit de navires d'aéronefs publics. Et bien entendu, cette appréciation a été contestée par le Vietnam qui voit là un simple avion commercial, quelle que soit sa destination. Donc l'article 1er écarte expressément les aéronefs publics de l'application de la Convention de Chicago. Par contre, nous avons tout de même, dans cette convention, une disposition spécifique déjà
sur les avions sans pilote. Ce qui montre bien, d'ailleurs, on en a eu plusieurs échos tout au long de la matinée, que ce phénomène des drones n'est tout de même pas très récent et que, au moins de manière potentielle ou expérimentale, on a utilisé par le passé des procédés sans pilote. On voit d'ailleurs que cette expression a été très largement écartée parce que, finalement, cela recouvre essentiellement deux hypothèses: les avions entièrement autonomes, les aéronefs entièrement autonomes, et puis les aéronefs qui sont contrôlés à distance. Et la réglementation que l'on voit surgir aujourd'hui ne porte pas sur des aéronefs autonomes. Les spécialistes semblent dire que ça relève encore largement de la science-fiction, n'est-ce pas? Même si, en théorie, n'importe quel aéronef peut un jour être doté de l'autonomie partielle ou totale. Sur le plan des idées ou des projections scientifiques ou techniques, c'est tout à fait concevable, mais aujourd'hui, de manière réaliste, ce sont les engins qui sont pilotés à distance qui font l'objet de l'élaboration de ces normes. Alors, au-delà de l'article 8, il y a eu des développements récents dans la réglementation de l'OACI, et il faut citer essentiellement, c'est vraiment l'élément essentiel, il y a l'amendement, l'annexe de l'OACI numéro 2, qui comporte un appendice 4 précisément sur les engins qui sont, les aéronefs qui sont pilotés à distance. Donc nous avons depuis 2012 effectivement une réglementation qui vaut pour l'aviation civile internationale, bien sûr. Alors je rappelle que ces annexes de l'OACI sont une forme de réglementation technique internationale qui ont une portée juridique qui leur est propre. Ouais, c'est souvent le cas pour les réglementations techniques. En tant que telles, elles constituent de simples recommandations adoptées par le Conseil de l'OACI, mais elles ont en réalité une forte autorité puisque les États sont tenus d'harmoniser, de contribuer effectivement à l'harmonisation générale des pratiques aériennes et qu'ils doivent également notifier toutes les dérogations qu'ils adoptent dans leur législation nationale par rapport à ces annexes. Donc il y a cette annexe 2. L'annexe 7 comporte aussi quelques indications sur la situation des drones, mais il s'agit de questions portant sur les marques et sur l'immatriculation apparente sur l'appareil en question. Il y a également une circulaire, un manuel qui a été diffusé par l'OACI en 2015, et puis on annonce pour 2018 une réglementation plus développée par l'OACI sur ces points. Alors en dehors de l'OACI, il y a une activité tout de même de développement de normes qui se fait, ou de recommandations. Par exemple, il y a une structure émanant des différentes aviations, services de l'aviation civile, une sorte de structure qui ressemble un peu à ce que l'on a développé dans le domaine de la lutte antiterroriste ou de la criminalité transnationale. Ça ressemble un peu au GAFI, c'est-à-dire que c'est une forme d'association entre les ministères concernés. Ici, c'est l'aviation civile internationale. Donc c'est JARIS qui va réunir des experts en plusieurs groupes de travail pour proposer un certain nombre de recommandations dans ce domaine. Et puis il y a les structures européennes, bien entendu. Bon, je ne vais pas développer ceci vu l'heure qui avance. Alors, quelles sont les caractéristiques tout de même de cette réglementation embryonnaire? Si on se réfère à l'annexe 2, on constate que ces principes sont les suivants. J'ai oublié tout de même un aspect important. L'article 8 comporte déjà l'embryon d'un certain nombre de principes applicables aux drones
Il y a tout d'abord le principe selon lequel le drone ne peut pas pénétrer l'espace aérien sans y être autorisé par l'État compétent, c'est évident. Mais on voit bien qu'ici, on y ajoute un élément supplémentaire qui est l'idée qu'il doit y avoir une forme d'autorisation spécifique vu le risque particulier que peut présenter cet engin sans pilote. Et l'article 8 prévoit justement que l'État doit disposer d'une réglementation nationale pour que cette autorisation puisse être mise en œuvre, une réglementation particulière qui va tenir compte de la nécessité de préserver la sécurité de l'aviation civile, donc les autres appareils, par rapport à ces engins que l'on peut présumer particulièrement dangereux a priori. Donc, en ce qui concerne le texte de 2012, plusieurs règles générales sont affirmées. D'abord, et on retrouve bien sûr l'inspiration de la réglementation nationale, il faut évidemment qu'il y ait une autorisation donnée portant sur l'appareil et ses spécifications et portant sur le pilote. Et on remarque que, en ce qui concerne les possibilités d'entrer sur le territoire d'un État, cela devrait prendre la forme d'un agrément, donc d'une autorisation préalable. Adaptation ou aussi application des règles générales, il y a une obligation pour les drones qui viendraient à survoler la haute mer de se soumettre à la coordination avec les autorités de sécurité, de sûreté aérienne. Vous savez que l'OACI distribue entre les États une responsabilité au-dessus de la haute mer, c'est-à-dire dans l'espace aérien au-dessus de la haute mer, à l'approche, donc dans l'étendue qui peut être contrôlée par les radars, une responsabilité donc d'assurer la sécurité aérienne, et les aéronefs, y compris les drones, devraient se soumettre à cette coordination. Alors je n'irai pas plus loin en ce qui concerne ces règles générales. Je rappelle qu'elles vont encore être renforcées très certainement, et en venir au centre du sujet, c'est-à-dire à la situation des aéronefs sans pilote, ou avec un peu de pilotage extérieur, ou entièrement autonome, peu importe. Quelle est leur situation s'il s'agit d'aéronefs militaires? Eh bien, la seule réponse que l'on puisse véritablement vous apporter, c'est que on doit respecter le droit commun. Ici, le droit commun, c'est le droit qui s'applique au respect de la souveraineté étatique face à l'exercice d'une autre souveraineté. Et, bien entendu, un drone qui pénètre l'espace aérien d'un autre État viole cet espace aérien. Il s'expose donc aux mesures de protection et les régimes de protection du territoire aérien qui sont mis en place par les États vont bien sûr s'appliquer tout autant aux drones qu'aux autres types d'aéronefs. Donc l'interception aérienne sera effectivement pratiquée dans les mêmes conditions et elle pourra être sans doute facilitée, finalement, cette réaction d'autoprotection, avec y compris une destruction facilitée de l'avion. On l'a vu il y a quelque temps dans l'incident aérien opposant la Russie à la Turquie, que l'intervention turque a été généralement condamnée parce qu'on a considéré qu'elle ne respectait pas un principe de nécessité et de proportionnalité.
S'agissant d'un véhicule sans pilote, on aura peut-être moins de résistance ici ou de réticence à l'utilisation de la force, mais vous voyez que le cadre général s'applique bien entendu. Quant aux conditions de l'usage de l'espace aérien, là encore, ce sera la pratique du droit commun, donc la soumission à l'autorisation et la soumission au respect du régime qu'impose l'État territorial. Alors ce sont les conditions dans la paix, n'est-ce pas? Et on peut espérer que l'harmonisation que l'on voit se profiler sur le plan de l'aviation civile internationale puisse aussi connaître un certain nombre de développements. En particulier, l'OTAN y travaille depuis un certain nombre d'années. On devrait aussi avoir des développements en ce qui concerne l'espace aérien européen, etc. Donc, sans doute est-ce un domaine dans lequel la coopération devrait trouver son chemin pour faciliter, le cas échéant, l'utilisation de ces véhicules non habités. Alors il reste les situations de conflits armés. Alors je ne vais pas anticiper, bien sûr, ce qui va être dit tout à l'heure, mais il y a les conflits armés, il y a aussi, bien sûr, l'emploi de la force, n'est-ce pas? Là encore, c'est le régime de droit commun sans particularité qui s'applique. Est-ce que sur le plan... faut-il vraiment faire la distinction en ce qui concerne l'usage des armes entre un missile et un drone armé? Finalement, de ce point de vue-là, uniquement, en tant qu'utilisation à des fins d'intervention militaire, je ne crois pas qu'il y ait ici de grandes différences entre une fusée, un missile ou un vecteur, et l'utilisation d'un aéronef considéré, lui, non pas comme un missile, mais comme un véhicule. Alors j'ai promis de terminer assez tôt pour que nous ayons encore le temps de discuter, et je vous remercie de votre attention.